C'est donc la journée mondiale de la liberté de la presse. Pour marquer l'événement, ce 3 mai est déclarée à Bruxelles journée de la différence sous l'égide de l'UNESCO et du Parlement européen. Avec nous en direct de la capitale belge pour en parler, l'un des organisateurs de cette initiative. Bonsoir Jean-Paul Martos, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, chroniqueur au quotidien belge francophone Le Soir et vous êtes membre du comité de protection des journalistes. Avant de vous donner la parole, tour d'horizon des événements qui se tiennent un peu partout dans le monde. Image commenté par Pascal Vessé avec Guillaume Gouet. Du scotch sur la bouche pour dénoncer une presse muselée par le régime d'Erdogan. Ces manifestants rassemblés devant l'ambassade de Turquie à Bruxelles réclament la libération de plus de 120 journalistes incarcérés après la tentative de coup d'État de juillet dernier. Même mobilisation à Istanbul où des dizaines de journalistes turcs et militants d'Amnesty International sont descendus dans la rue. Malheureusement, la Turquie a le triste honneur d'être la plus grande prison pour journalistes du monde. Il y a plus de 120 journalistes derrière les barreaux en attente de jugement. C'est complètement inacceptable. Aujourd'hui, être journaliste en Turquie, c'est être sous pression. Et même quand je parle de journalisme en Turquie, j'ai des doutes. De toute façon, rien ne nous permet d'exercer notre métier. Mais la liberté de la presse n'est pas uniquement bafouée ou en danger en Turquie, elle l'est aussi dans de nombreux pays francophones comme le Burundi, la Tunisie, le Cameroun et Haïti, pays où la secrétaire générale de l'OIF a exercé le métier de journaliste. Ça tient presque du miracle que je sois aujourd'hui debout devant vous pour en parler. C'est-à-dire, j'ai vécu, par exemple, en Haïti, des menaces. Je sais ce que c'est que d'être sous la mitraille, d'être sous le feu nourri des militaires qui voudraient vraiment vous censurer et qui voient un journaliste comme indésirable. En RDC, les médias sont aussi muselés. Le signal de Radio France Internationale, par exemple, est coupé à Kinshasa depuis le 5 novembre, jour où devait se tenir une manifestation de l'opposition contre le président Kabila. Jean-Paul Martos, on vient de le voir, la Turquie c'est l'un des points noirs. Reporters sans frontières ou Amnesty International, on vient de l'entendre, déclare même que c'est la plus grande prison au monde pour les journalistes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, quand on compte le nombre de journalistes qui sont en prison en Turquie, c'est vrai effectivement que la Turquie est la prison des journalistes. En fait, ce pays est devenu un peu le symbole d'une situation plus générale dans le monde, qui est une dégradation depuis plusieurs années de la liberté de la presse. Et la Turquie, c'est d'autant plus grave que ce pays est un des cofondateurs du Conseil de l'Europe et qui est donc attaché à la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, c'est vraiment une contradiction immense. Mais c'est vrai que la situation en Turquie cumule pratiquement toutes les atteintes à la presse qu'on peut imaginer, que ce soit l'emprisonnement, mais aussi la fermeture de dizaines et de dizaines de médias d'opposition ou indépendants. C'est aussi une politique extrêmement dure en matière d'accès à l'information, d'accès à Internet. Et donc, ce pays, c'est vrai, devenu aujourd'hui certainement le point de fixation. Et c'est à propos de ce pays que la plupart des journalistes pensent lorsque on célèbre aujourd'hui cette liberté de la presse, tout en sachant qu'un nombre important de pays continuent à pourchasser les journalistes et des pays comme la Chine, par exemple, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, ou dans pas mal de pays du monde arabe, après le printemps arabe, c'est vrai qu'on a assisté à une dégradation de la situation, à un renforcement de la répression de diverses manières. Alors cette année, le prix de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été décerné à Dawit Isaak. Il est en prison depuis 16 ans en Érythrée. On entend beaucoup parler de ce pays s'agissant de la crise migratoire. Quelques mots peut-être sur ce journaliste dont on voit le visage à l'écran sur TV5 Monde. Oui, c'est extrêmement important de se souvenir de ce journaliste parce que ça fait des années que les organisations de défense des droits de l'homme et de la presse cherchent à obtenir sa libération. Et il y a un total autisme de la part des autorités érythréennes qui ont vraiment établi une espèce de zone hors d'atteinte de la presse internationale. Donc il n'est même pas possible réellement de se rendre en Érythrée pour tenter de faire pression sur le gouvernement. Et je pense que c'est d'autant plus important, vous signalez la crise migratoire, et c'est vrai que en raison de cette absence d'information sur ce pays, en raison de la répression à laquelle sont soumis tous les journalistes de ce pays, on peut
très difficilement comprendre ce qui se passe lorsqu'on voit, par exemple, débarquer sur les côtes méditerranéennes des journalistes qui ont des retours se demandent que se passe-t-il dans ce pays. Et c'est vrai, c'est ce qu'un certain nombre de gouvernements, mais aussi d'acteurs non étatiques, comme les groupes djihadistes, tentent de faire, c'est de supprimer l'information, c'est de faire en sorte qu'on ne sache pas ce qui se passe chez eux, c'est de créer un silence, un vide. Et c'est vraiment quelque chose qui affecte l'ensemble du monde, puisque dès l'instant où la censure existe quelque part, elle existe partout, en raison même de l'intégration du monde, de l'interconnexion, de la globalisation. Et je pense que quand on réfléchit à ce qui se passe actuellement en Érythrée, quand on pense au sort de journalistes primés par l'UNESCO, on doit penser que c'est un combat qui n'est pas un combat limité à un seul pays, c'est un combat qui est en fait global. L'Érythrée, avant-dernier pays dans le classement de Reporters sans frontières. Le dernier, c'est la Corée du Nord. L'Europe doit-elle aussi, selon vous, balayer devant sa porte ? Oui, c'est vrai que l'Europe collectionne, des pays européens collectionnent les premières places dans ce classement de Reporters sans frontières, notamment les pays scandinaves ou la Belgique par exemple. Mais il est vrai qu'un certain nombre de pays européens se situent aussi dans des places qui ne sont pas nécessairement très honorables. Et parmi ces pays, il y a la Roumanie, la Bulgarie, il y a la Grèce. Et en Europe, parmi les pays membres de l'Union européenne, il y a quand même 2 pays comme la Hongrie par exemple et la Pologne qui sont soumis à des procédures d'infraction de la part de la Commission européenne, c'est-à-dire en raison des atteintes qui sont portées aux droits humains en général, aux valeurs européennes, mais aussi plus précisément dans le cas de la Pologne, par exemple, en raison de la pression qui est exercée sur les journalistes, notamment les journalistes de la télévision publique. Et c'est vrai que ces 2 cas posent réellement un véritable dilemme à l'Union européenne, puisque ce sont 2 pays membres qui sont tenus par les valeurs et par les traités, et qu'il est extrêmement difficile pour la Commission et pour les pays européens, semble-t-il, de les ramener, je dirais, dans le droit chemin. Mais il y a d'autres éléments qui sont préoccupants aussi en Europe, par exemple les législations antiterroristes, et je pense qu'évidemment, personne ne conteste le droit des autorités de mettre en place des systèmes qui visent à lutter contre le terrorisme de manière effective. Il n'y a aucun journaliste, d'ailleurs les journalistes sont souvent les victimes du terrorisme, aucun journaliste ne conteste ce droit. Mais très souvent, les lois qui ont été adoptées dans des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, aboutissent à des pratiques qui constituent des dangers pour la presse, et notamment en raison des méthodes de surveillance mises en place. On parle, par exemple, en Grande-Bretagne, de la charte des fouineurs, c'est-à-dire qui permet finalement aux services de renseignement de surveiller massivement la population et donc les journalistes. Alors, le fait qu'il n'y ait pas d'exemption pour les journalistes face à ces lois antiterroristes pose réellement un problème, et surtout en mettant en cause la confidentialité des sources qui sont un élément central du travail de journalisme. Autre phénomène, les journalistes sont de plus en plus décriés, y compris par des hommes politiques dans des démocraties. On le voit aux États-Unis avec Donald Trump, on le voit aussi en Europe, notamment en France, où plusieurs candidats à la présidentielle s'en sont pris de manière très virulente aux journalistes. Des attaques verbales contre des médias, disent-ils, menteurs. Comment expliquez-vous cette situation ? Mais je pense qu'il apparaît que la plupart, un nombre important de représentants du monde politique en Europe semblent faire porter sur la presse les raisons de leurs échecs ou la mise en cause de leur programme ou la mise en doute de leur respectabilité. Or, la plupart des journalistes qui sont visés appartiennent à des rédactions qui sont très souvent des rédactions de référence. Dans le cas de Donald Trump, par exemple, c'est évident, puisque lorsqu'il parle de fake news ou de journaux malhonnêtes ou de télévision malhonnête, c'est en général non pas la presse de boulevard, mais c'est la presse de qualité qu'il attaque. Et donc c'est quelque chose qui se reproduit, qui est copié pratiquement, je dirais, en Europe, qui n'est pas tout à fait récent, mais c'est vrai qu'on avait vu au départ les partis extrémistes ou populistes considérer que la presse fait partie de l'establishment, de l'élite, d'une caste pro-globalisation, pro-européenne, mais ça va bien au-delà, puisque même des hommes politiques ou des femmes politiques appartenant à des formations plus traditionnelles s'en prennent eux aussi aux médias. Et je pense qu'ils rendent un très très mauvais service finalement à la démocratie, parce que sans ce journalisme qui ose critiquer le pouvoir, qui ose mettre une lumière crue sur ce qui se passe finalement dans le monde politique, je pense que nos démocraties ne seraient pas ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire des zones
où la libre expression peut s'exprimer en respectant évidemment les règles les plus essentielles de la déontologie ou du journalisme. Mais il est vrai que cette attaque massive de la part du monde politique et pas seulement des partis les plus extrémistes est une préoccupation réelle et que ces attaques réellement sont une attaque contre la démocratie. Merci beaucoup Jean-Paul Martos. Je rappelle aussi, puisque vous évoquiez à l'instant les fake news, les fausses informations, que la Commission européenne a lancé un outil qui s'appelle les décodeurs de l'Europe. Plus de précisions sur le site internet de la Commission européenne. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Merci.